Bonsoir et bienvenue au nom de Mosaïque au premier 5 à 8 de cette nouvelle année académique 2014-2015. Donc, je me présente, je suis Lucie Stoyac, je dirige le programme d'école d'été en management de la création et de l'innovation. Et c'est toujours mon activité préférée de Mosaïque parce qu'on a toujours le plaisir, c'est un peu comme les retrouvailles pour la cohorte 2014 qui a fait l'école d'été. C'est aussi l'occasion de faire des nouvelles rencontres, mais surtout de lancer une année remplie de très belles activités. Pour continuer avec notre tradition, ce premier 5 à 8 est toujours en fait dédié à la cohorte qui vient de faire l'école d'été et aux projets, notamment les projets de groupe sur lesquels les 70 participants ont eu à travailler en équipe pendant les 2 semaines intensives du programme. Donc, la thématique de cette année était la communauté de l'innovation. On a subdivisé le groupe en plusieurs équipes. Donc, il y avait 7 communautés qui ont été discutées et étudiées pendant les 2 semaines. Ce soir, on aura le plaisir d'entendre un retour sur 3 de ces communautés-là, donc la communauté Renault, le groupe Mosaïque HEC Montréal et le quartier d'innovation. Les 4 autres communautés qui sont la communauté Promising de Grenoble, l'Université catholique de Lille, Creative Wallonia et l'école d'été, qui a fait l'objet aussi d'un groupe, seront présentées chacune à leur tour au prochain 5 à 8. Donc, comme ça, on aura toujours un fil conducteur sur les communautés d'innovation. Je vais profiter de l'occasion, comme c'est notre premier événement, peut-être pour vous annoncer quelques petites informations, parce qu'on a été assez actifs non seulement cet été, mais un petit peu avant l'été, et déjà l'automne, on est pas mal débordé. Quand on est un centre de recherche et de transfert, et notamment pour les profs et puis les co-directeurs de Mosaïque comme Patrick et Laurent, le fait de publier dans des grandes revues est quelque chose de très important, pas seulement pour Mosaïque, mais pour HEC Montréal en général. Et donc, j'aimerais simplement vous souligner qu'il y a 3 articles qui sont parus dans des revues 3A, dont 2 articles dans le Journal of Economy and Geography et puis Journal of Business Venturing. Tout ça sera sur notre site web, mais je pense que c'est énormément de travail. Il y a des co-auteurs, il y a David Grandadon qui est pas avec nous ce soir, il y a évidemment Patrick, Laurent, Ignazi qui a fait l'école d'été, il y a plusieurs éditions. Donc tout ça pour dire que je pense que ça mérite une ronde d'applaudissements parce que c'est immensément de travail. Il y a aussi le fait qu'on a piloté un numéro spécial de l'IJAM, qui est le International Journal of Arts Management, sur le financement de la créativité, dont plusieurs aussi anciens participants ont soumis des articles, et également dans la revue Gestion sur les processus créatifs. J'aimerais remercier aussi tous les partenaires de Mosaïque qui sont ici ce soir, qui nous aident et puis nous soutiennent dans nos efforts, qui nous alimentent d'idées. J'aimerais aussi souligner la présence ce soir du professeur Saad, qui représente l'ETS, parce qu'une des traditions, c'est aussi que le rapport sera soumis à la haute direction de l'ETS. Donc, il tient le poste de directeur de la recherche, professorat et puis partenariat industriel, je pense. Et aussi de M. Damien Siliès, qui est le directeur général du quartier d'innovation. Donc, bienvenue à notre 5 à 8. L'autre chose que je voulais vous souligner, c'est que, vous savez, on a fait des petits depuis qu'on a lancé Montréal-Barcelone. Alors, un certain groupe de Mosaïque, nous allons à Bangkok via Amsterdam avant d'atterrir à Strasbourg pour tenir des semaines créatives, et tout ceci entre le 10 octobre et le 8 novembre. Donc, tout ça pour dire que les points Fréquence Plus vont être beaucoup accumulés, mais tout ça pour dire que ça augmente aussi le rayonnement de l'école et de Mosaïque et qu'on en est très, très fiers. Je me suis fait des notes parce que c'est toujours dangereux d'oublier des choses. J'aimerais aussi souligner, bien sûr, Patrick et Laurent qui prendront la parole tout à l'heure pour parler de Mosaïque comme communauté d'innovation, mais aussi peut-être pour souligner la présence aussi d'autres membres de l'équipe Mosaïque qui sont plus nouveaux, que peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc, j'aimerais tout d'abord demander à Frédéric Bove, qui est responsable du développement, de faire un tata pour ceux qui le connaissent pas. Il y a aussi à côté de lui Jean-Jacques Streliski qui nous aide toujours dans ses interventions brillantes, qui est là depuis le début avec Mosaïque. Il y a également Anne-Catherine
notre assistante avec qui vous avez souvent des échanges. Et on aimerait aussi en particulier mentionner l'arrivée d'une nouvelle prof à HEC. Et on pense dans nos cœurs que le fait qu'elle ait croisé Mosaïque pendant qu'elle était à l'École des Mines l'a peut-être influencé à venir de ce côté ici de l'Atlantique. Donc, il y a Marine Agogué, dont j'aimerais vraiment souligner la présence ce soir. Et il y a des chercheurs aussi. Il y a Alice qui devrait être ici en quelque part, qui nous aide beaucoup avec les médias sociaux. Il y a des étudiants qui travaillent sur nos projets de recherche. Il y a William Ricard, dont c'est l'anniversaire ce soir. Mais c'est aussi l'anniversaire de quelqu'un d'autre ce soir, le 25 septembre. C'est aussi l'anniversaire de Marco Beaulieu, de Bombardier. Et donc... Et ça mérite vraiment d'être souligné parce que Marco est connu pour son humour légendaire, sa critique des gestionnaires, mais surtout son très, très grand soutien de Mosaïque avec des beaux projets, que ce soit Bistrot ou Héritage. En ce moment, un très beau projet de grande envergure, pas seulement pour le secteur aéronautique, comment assurer la relève dans des industries de pointe. Donc, on voulait te remercier aussi pour toujours nous recevoir, que ce soit dans l'école d'été et cette année encore l'ISU qui est venu ajouter à ta charge de travail. Donc, on t'est très, très reconnaissant et on a un tout petit quelque chose à t'offrir en guise de remerciement. Donc, Marco, ça vient du cœur. Merci infiniment. Très apprécié. Merci beaucoup. Et donc, enfin, finalement, je vais passer la parole à notre premier conférencier qui est Frédéric Touvard de Centauri. Frédéric fait partie de la communauté d'innovation Renault, travaille avec nous depuis plusieurs années et c'est à lui que je passe la parole pour cette première présentation. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a certaines têtes que je reconnais évidemment. Donc moi je vais vous présenter en fait la communauté d'innovation de Renault et puis les réflexions qui ont émergé en fait pendant aussi l'école d'été avec le groupe et en dehors du groupe. Donc tout d'abord en fait on aurait vraiment aimé avoir quelque chose de ce type-là à la fin. Et on ne l'a pas eu en fait. Et donc quelque chose de très linéaire, de très structuré, de très parfait pour pouvoir vraiment contrôler les choses. Et en fait on ne l'a pas eu. Et je suis rassuré qu'on ne l'ait pas eu d'ailleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mon propos ce soir, ça va être plutôt de vous raconter ce qu'est mon expérience de la création de la communauté d'innovation de Renault avec Dominique Levent. Et puis surtout des activités qui sont celles de la communauté d'aujourd'hui, et puis ces défis en fait, ces challenges, les questions qui se posent, les difficultés qui sont rencontrées plutôt par le terrain et pas par une couche trop stratégique. Et je ne parlerai pas non plus de théorie parce que je pense que Patrick nous en parlera tout de suite après. Donc en fait, comment elle est née cette communauté d'innovation de Renault? Elle est née en 2008, fin 2007. Avec Dominique Levent qui est en charge de l'innovation chez Renault, qui est la maman du Scénic, si certains d'entre vous connaissent cette voiture, et qui en fait a impulsé cette idée de créer une communauté. Donc elle était toute seule en fait, et elle a impulsé cette idée-là. Elle s'est entourée. Donc moi j'ai fait partie des premières personnes qu'elle a rencontrées, qu'elle est allée voir pour se dire est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble. Moi j'étais chez Air Liquide à ce moment-là en fait, en charge de projets de conception de technologie, et je vivais un peu les mêmes choses dans un grand groupe où parfois c'est difficile d'avoir des espaces pour régénérer des choses en fait, donc ça a résonné beaucoup. Et donc j'ai embarqué sur le projet dès fin 2007 début 2008, et j'ai continué après avoir quitté le groupe 2 ans après en tant que consultant pour elle, puisqu'elle m'a demandé de l'accompagner pour co-animer cette communauté, la piloter et puis surtout générer des activités pour qu'elle grandisse et qu'elle produise des choses en même temps. Donc je travaille toujours pour elle en tant que consultant. Alors, au départ, cette communauté s'est créée à 10-15 personnes maximum en fait. Donc un petit pool de personnes à la fois de Renault et puis de quelques extérieurs de Renault, quelques entreprises aussi, quelques corps académiques. Donc il y a l'école des mines et Polytechnique notamment dans les laboratoires du CGS et du CRG qui ont contribué à alimenter ces réflexions. Et puis ensuite, l'idée c'était vraiment de produire un terreau avec ces 10-15 personnes, un terreau fertile pour pouvoir
pour pouvoir grandir et pouvoir créer cette dynamique plus importante qui aujourd'hui est relativement importante puisqu'en 6 ans, cette communauté d'innovation est constituée de 120 personnes aujourd'hui pour 30 à 35 entreprises qui sont majoritairement des grands groupes du CAC 40 avec quelques PME. Il y a des fournisseurs de Renault, donc potentiellement aussi des concurrents. Et ça fonctionne bien, ils sont concurrents entre eux, hein, quand on voit Valeo Bosch par exemple ou Michelin, et ça fonctionne bien. Il y a quelques compagnies aussi externes au milieu de l'automobile, on peut regarder L'Oréal, Chanel, qui trouvent pas forcément du sens comme ça à rentrer dans une communauté, même si elle n'a pas de filiation directe avec leur business. Et puis il y a en bas tout un panel d'académiques et de consultants qui alimentent en fait à la fois des dimensions pratiques et puis des dimensions de recherche sur la compréhension de ce qu'on est en train de faire finalement, et puis l'alimentation des sujets et des contenus. Alors, comment ça fonctionne? On se réunit depuis 2008, en fait, depuis la naissance, 3 fois par an. C'est 3 grosses journées qui sont très très denses, très bien structurées et avec une densité d'animation où on ressort en général bien crevé, un peu comme l'école d'été en fait, hein, mais qui est encore plus dense. Et donc ces journées-là, en fait, c'est mars, juillet, septembre. Et dans ces journées, il y a des conférenciers insolites, il y a des apports, en fait, des membres même de la communauté, des workshops, des ateliers pour participer, pour réfléchir en fait à des sujets. Il y a des débats, il y a des tables rondes, il y a tout un tas de dispositifs qu'on crée à chaque fois ad hoc. Ça se passe à l'École des Mines de Paris où ils nous prêtent gracieusement les locaux sur un lieu magnifique et très central dans Paris. Évidemment, on a un site web avec un community manager. Enfin, je vous fais pas tout le dispositif, mais un magazine qui permet aussi de restituer des productions qui y sont faites. Quelques règles d'engagement pour parler de comment ça fonctionne, cette communauté-là. Alors, les règles d'engagement qu'on pourrait appeler peut-être le codebook ou en tout cas ou la culture, les règles d'engagement ou la culture du groupe qui est plutôt l'éthique ou les aspects un peu tacites du fonctionnement. D'abord, il n'y a pas de contrat juridique. Ça, c'est le premier point qui est très important, c'est que si on avait dû contractualiser avec 35 entreprises du CAC 40 les services juridiques pour leur demander s'ils étaient d'accord de participer à une communauté d'innovation dont on ne sait pas ce qu'on va discuter et on ne sait pas ce qu'on va produire, je vous assure qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'était de dire, il n'y a pas de contrat juridique et les gens sont responsables de ce qu'ils partagent et la confidentialité leur appartient. Le deuxième élément clé, c'est que le recrutement est intuitu personné, c'est-à-dire qu'on recrute des personnes, des individus, avant d'être des entreprises. Et les individus, bien sûr, arrivent avec leurs entreprises, mais peuvent changer. C'est le cas dans la communauté, il y a plusieurs individus qui ont changé d'entreprise entre-temps. Pour autant, ils sont toujours dans la communauté, mais c'est une autre entreprise qui fait figure en fait, de participants dans cette communauté-là. Et c'est très important parce que le fait de recruter intuitu personnel nous permet de caler en fait une culture homogène au sens de la compatibilité en fait, hein, par rapport à des critères qui sont les deux suivants. L'équilibre donner-recevoir. On attend en fait plutôt un équilibre qui est plutôt tacite en fait, hein, sur je prends autant que je donne en fait dans cette communauté-là. Alors évidemment, on ne va pas regarder à la virgule ce que les gens prennent et ce que les gens donnent, mais ça se sent et ça se voit en fait au bout d'un an ou 2 ans. Et en fait, les gens sortent quand cet équilibre n'est pas forcément bien respecté. Et souvent, c'est d'ailleurs de même. Et puis, des règles de bienveillance et surtout des règles d'exigence. C'est-à-dire qu'on est plutôt intéressé par les controverses que les polémiques. Et ça se voit tout de suite. En fait, on cherche beaucoup des gens qui sont plutôt dans l'envie de partager leurs doutes et les incertitudes sur les bonnes questions qui se posent aujourd'hui, plutôt que des gens qui nous donneraient des leçons sur des certitudes de données, en fait, hein. Et donc, c'est vraiment important de partager des doutes, mais pour ça, il faut avoir confiance, il faut être dans la bienveillance, parce que si, évidemment, dès qu'une question un petit peu sensible est posée, je me fais regarder de travers, forcément, je ne vais pas poser la deuxième fois. Donc, ça, ce sont un peu les règles d'engagement de cette communauté, qui sont assez souples, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette communauté-là ? Cette communauté, elle fait plusieurs choses. Elle crée des connaissances, donc elle produit des connaissances créatives pour comprendre ce qui bouge en termes de signaux faibles, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Sur le sujet mobilité, qui est un des sujets majeurs de cette communauté d'innovation portée par Renault, mais aussi sur l'innovation en général, sur les pratiques, sur les manières de faire de l'innovation, sur les entreprises, sur le management. Et donc c'est tout un tas de réflexions qui s'organisent autour de ces deux thématiques, innovation au sens très large et mobilité.
et mobilité au sens large aussi, puisque ce n'est pas que le transport, mais c'est aussi la mobilité de l'information, la mobilité des acteurs, de l'imaginaire. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sortent et qui sont bien au-delà de l'aspect transport ou automobile, évidemment. Provoquer de nouvelles connexions, provoquer potentiellement des partenariats, avec une règle aussi tacite qui est que quand un partenariat s'installe entre deux industriels, par exemple, de la communauté d'innovation, à ce moment-là, ce projet sort de la communauté, pour éviter les problématiques, évidemment, qu'on peut bien comprendre d'incompatibilité culturelle entre j'ai pas de contrat juridique et j'ai besoin, à ce moment-là, de rentrer ça dans les opérations, et donc j'ai besoin de contrats qui cadrent le partenariat. Et puis créer de nouvelles connaissances pour penser le futur, avec beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la prospective. On partage beaucoup d'outils et d'approches créatives sur l'innovation. On peut citer la théorie CK, mais aussi TRIZ, mais aussi tout un tas de dispositifs, de nouvelles formes de management. Et puis, on fait beaucoup dans initialiser les ruptures et surtout boxer les projets. Mais je vais y revenir parce que c'est un des exemples que je citerai. On a une séquence qui s'appelle le boxing de projet et qui permet de supporter un projet pour qu'il aille plus loin. On fait beaucoup de réseaux, évidemment, de networking. C'est un espace d'oxygène pour que les gens puissent connecter sur des choses entre eux. Et puis, on communique depuis 2 ans, je dirais. On communique à travers un premier événement qu'on a organisé l'année dernière qui s'appelait le Paris d'innovation. Et puis, un magazine qui vient de sortir l'année dernière pour se projeter dans le futur. Et puis, les livres qui sont plutôt issus des acteurs, des membres de la communauté. À chaque fois qu'un membre sort un livre, il est présenté en fait dans le cadre d'une plénière. Et ces bouquins sont gracieusement offerts aux membres de cette communauté. Maintenant, je vais vous présenter juste 3 exemples pour vous raconter un peu les types d'activités en dehors de ces journées assez denses que la communauté produit. Donc, qui peuvent être des activités très hard ou très soft, en fait. Là, je vous présente un truc assez hard dans le sens où c'est technologique, en fait. Et donc, ça a été une plateforme intermodale d'échange en énergie électrique qui a été pensée entre 3 partenaires de cette communauté, donc RATP, EDF et Renault, et puis SNCF, qui permettait en fait d'imaginer dans le futur comment on peut imaginer en fait des gisements d'optimisation d'énergie à travers une station intermodale. Imaginez par exemple la station Berry-UQAM qui aurait un métro, qui aurait des bus, qui aurait des véhicules électriques avec des stations de recharge, des vélos électriques, des commerces qui eux sont aussi générateurs ou consommateurs d'énergie électrique, des panneaux solaires, des productions d'énergie renouvelable, et tout ça en fait dans un mélange assez intelligent de ces énergies électriques. Et donc on a modélisé avec les vrais ordres de grandeur à l'échelle d'une gare parisienne ce que ça pouvait donner, et on a généré des concepts avec un outil qui permet de jouer avec les boutons en fait, de dire je mets plus d'énergie solaire, je mets plus de consommation dans les commerces, je mets par exemple une optimisation de recharge des véhicules électriques, je mets plus de véhicules électriques, moins de véhicules électriques, ainsi de suite. Et on a découvert notamment un des concepts qui était d'utiliser en fait ces échanges-là pour suppléer un backup d'énergie qu'on a souvent dans les gares à partir d'un groupe électrogène qui coûte très cher et qui tourne jamais en fait, à partir de bornes de recharge de véhicules électriques, à partir des véhicules électriques sur place qui font finalement tampon en fait de batterie quand ils sont là évidemment, et qui pourraient permettre dans le futur, moyennant évidemment des contrats intelligents, de pouvoir apporter un secours en énergie électrique lors d'une panne par exemple ou d'une évacuation d'urgence, ce qui éviterait évidemment tout l'investissement d'un gros backup groupe électrogène génératrice de très grosse puissance. Donc c'est ce genre d'insight sur des croisements de systèmes en fait qui a généré cette plateforme. Et on était assez tôt, je pense, c'est il y a 3 ans, parce qu'aujourd'hui en fait les gens de Renault commencent vraiment à l'utiliser. Les gens d'EDF aussi croisent des choses et réutilisent l'outil pour pouvoir penser des croisements de synergie entre entreprises pour l'énergie de demain. Donc voilà un premier projet. Le deuxième, c'est un projet que j'ai beaucoup à cœur, qui est les ateliers philosophie, mythologie et action pour l'innovation. Et donc c'est l'idée d'invoquer ou d'utiliser la philosophie comme élément déclencheur pour comprendre ou pour actionner en fait, ou opérationnaliser des concepts philosophiques pour l'innovation. On avait déjà réalisé une série d'ateliers il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a bien fonctionné, mais qui était assez statique, avec un philosophe et un panel de 15 personnes qui discutaient, un peu en mode café philo, donc qui était très bien. Et on a voulu aller plus loin cette année, et on a créé un dispositif d'une demi-journée qui surtout
croisent en fait différents niveaux pour éviter d'être trop conceptuel en fait, parce que issu de cette première série, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait. On a manipulé beaucoup de concepts, on a débattu sur plein de choses, mais on n'arrive pas à le faire atterrir en fait. On n'arrive pas à l'opérationnaliser pour des pratiques de management, pour de l'innovation. Et donc on a organisé cette année différents niveaux dans ces ateliers-là, avec une sorte de dynamique de groupe qui est beaucoup plus interactive. Qui utilise beaucoup la question des émotions, c'est-à-dire on fait vivre une séquence qu'on pense au départ, un exercice de 40 minutes. Prenez la mère Poularde, c'est un petit peu similaire, mais plus centré sur la thématique, pour pouvoir faire vivre émotionnellement les concepts qui vont être invoqués par la suite, en fait, et pour éviter que ça reste trop mental et intellectuel. Ensuite, évidemment, les philosophes projettent des concepts, et puis on utilise la mythologie pour, en fait, provoquer en fait une percée dans l'imaginaire, ce qui est encore un autre niveau en fait, quand on parle d'émotion et du corps. Ensuite on parle du concept, de l'intellect, puis de l'imaginaire. Vous imaginez tout ça dans une soupe qu'on fait mixer en fait sur une demi-journée, et où le groupe de 15 personnes produit un atterrissage sur qu'est-ce qu'on peut en faire sur l'innovation aujourd'hui dans nos entreprises. Donc on en a fait 3, je vous ai mis les titres qui sont assez percutant, quand on lit les titres, on voit pas bien ce qui en sort, mais je vous garantis qu'il en sort des trucs assez intéressants. Vice et vertu pour l'innovation, l'école de l'échec et la solitude du dirigeant. On en a encore une série de 5 ou 6 qui sont aussi passionnants, et en même temps, c'est assez productif. On ne sait pas ce qu'il en sort au départ, donc c'est assez déstabilisant aussi, parce que quand il faut raconter ou justifier ça, c'est assez difficile, et en même temps, c'est très très productif. Voilà, et puis dernière activité de la communauté que je voulais vous présenter, c'est le boxing de projet. Alors le boxing de projet, c'est une séquence qui est ouverte en fait à tous les membres de la communauté, et qui permet en une séquence de 30 minutes de pouvoir proposer un projet qui est assez embryonnaire. C'est pas vraiment un projet à la limite, c'est plutôt une intention ou un pré-projet, soit de business, soit de partenariat, soit d'imaginer quelque chose de complètement nouveau, et de le présenter pendant 10 minutes, et puis ensuite de recueillir 80 personnes qui, en moins de 2-3 minutes, réfléchissent à ce qui vient d'être proposé et font un feedback en temps réel, comme ça, sur les risques, les potentiels enrichissements, les potentiels partenariats qu'ils pourraient imaginer. Donc c'est assez riche. Les personnes ne peuvent pas prendre de notes pendant 20 minutes, parce que je vous garantis que c'est un vrai boxing en fait. La personne est plutôt secouée comme ça pour entendre en fait tout ce qui se passe, avec 2 règles essentielles, mais je les ai dit tout à l'heure. C'est 1, la bienveillance, c'est-à-dire que c'est pas la personne qu'on juge, c'est le projet. Et puis 2, l'exigence, c'est-à-dire que on fait pas de langue de bois, et les gens sont capables de pointer vraiment les éléments essentiels et d'enrichir au plus juste sur le bon niveau. Je vous le recommande, c'est très intéressant. Enfin, moi j'ai fait pitcher 2 projets en fait, et à chaque fois ça crée énormément de sens derrière pour revenir avec quelque chose de beaucoup plus mature. Et enfin, pour conclure, pour raconter cette communauté d'innovation, je parlerai plutôt d'une sorte d'alchimie en fait. C'est pas un process, c'est pas un processus, c'est pas une procédure, c'est plutôt une alchimie sensible qui permet, selon moi, un espace d'actualisation avec des équilibres sensibles. Espace d'actualisation dans le sens où on a assez d'oxygène pour pouvoir s'interroger sur soi-même et s'interroger sur des croyances qui étaient déjà là avant qu'on arrive. Et ça a beaucoup de sens, parce que ça permet de transformer le doute avec un nouveau regard, avec une autre manière de penser le problème, et évidemment de le faire en collectif, ce qui est beaucoup plus riche, puisque on a autant de représentations qui peuvent s'agglomérer autour de tous ces sujets-là. Le contenu et la dynamique collective sont aussi importants quand on crée une communauté d'innovation, pour moi, de les penser en parallèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le process et puis comme on fait dans un projet, dérouler après. Il faut penser les 2 en même temps. À la fois le contenu, à la fois le sujet, par exemple mobilité, innovation, parce qu'il parle à Renault, parce qu'il génère des imaginaires, il génère des perceptions, et en même temps penser le dispositif et penser sa montée en puissance au fur et à mesure que le contenu est travaillé par le collectif. Donc c'est une situation qui est assez en déséquilibre, puisque toutes les plénières, par exemple, qui sont organisées avec Dominique et moi, sont tout le temps ad hoc en fait. On ne planifie pas un fil rouge particulier à chaque fois de plénière. On saisit en fait ce qui se passe dans les signaux faibles entre 2 plénières, on saisit les opportunités, et puis on crée les conditions en fait pour qu'elles arrivent aussi. Mais en tout cas, on joue entre
ce point de structure et de désordre, c'est-à-dire qu'il faut à la fois structurer la journée pour pas que les gens se disent bon, dans quoi on va arriver, et en même temps il faut laisser du désordre parce que c'est dans le désordre que les choses se créent, que les choses se maturent, que les choses se travaillent en fait sur ces sujets-là. Et un point important sur le contenu, c'est que le choix du contenu sur mobilité et innovation est assez ambigu pour qu'il génère en fait autant de représentation et de perception autour, et qui génère aussi des projections sur je vais peut-être y trouver des choses, en tout cas projeter son imaginaire sur je vais peut-être y trouver des choses différentes des autres, mais on va pas me dire ce que je vais y trouver avant que j'y aille en fait. Et ça c'est vraiment important, sinon pour moi en tout cas ça peut tuer ou faire aboutir cette communauté finalement par rapport au sujet qu'elle traite. Le programmé versus émergent, qui est un peu le même système, qui est de dire je suis à la fois dans la programmation de ces journées-là ou dans les activités des ateliers philo, mais en même temps, j'apprends surtout à saisir ce qui émerge en fait, et à en faire quelque chose dans le groupe et dans le feu de l'action. Et c'est ça aussi qui est beaucoup développé dans la manière dont on fonctionne dans cette communauté. Alors ce qu'on a appris dans l'école d'été, notre préoccupation majeure, c'était aujourd'hui, la préoccupation de la communauté innovation de Renault, c'est Renault a financé depuis le début cette communauté-là, donc depuis 6 ans, en majorité, et se pose la question maintenant de partager une partie du financement, partager le business model, imaginer en fait d'autres formes de valorisation du business model de cette communauté. Donc on est en pleine réflexion sur ces sujets-là, et c'est pas simple parce que la tendance pourrait aller d'aller tout de suite sur tiens, prenons un business model un peu comme le font les sponsoring, et puis on va faire payer la prestation de boxing, l'atelier philo de la demi-journée, et en fait je pense que ça tuerait la communauté en fait du jour au lendemain si on faisait ça, ou en tout cas avec un minimum de précaution. Donc on est en train de s'ajuster. Alors il y a beaucoup de choses qui nous sont revenues aussi des équipes de l'école d'été. Et pour moi, en tout cas, le signal, c'était il y a énormément de potentiel de valorisation sur ce qui est en train d'être fait dans les activités. Et en même temps, il faut préserver cet espace, cette culture qui n'est pas bien comprise, qui est insaisissable. Et il ne faut pas en fait l'écraser par un business model qui serait trop structuré ou trop lisible par l'ensemble du système. Voilà. Quelques questions ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans un atelier comme ça ? Sur Vice et Vertu, par exemple, puis l'école de l'échec aussi, on peut en parler. Vice et Vertu, en fait, parler de Vice et Vertu dans une entreprise ou dans un département, c'est prendre à contre-pied la question des valeurs. Souvent, on dit dans une entreprise, il faut penser la vision stratégique de l'entreprise, on va partir des valeurs, puis on va projeter des éléments très stratégiques et on va produire une vision. En général, ce sont les valeurs du patron. Et souvent, elles sont compatibles ou pas, en fait. Et ce qui est intéressant dans Vice et Vertu, c'est qu'on décale la question des valeurs. Et on fait en sorte qu'un vice, à l'excès, peut être une vertu, en tout cas quand on le transforme, mais de la même manière, en fait, une vertu à l'excès peut être un vice, en fait. Et donc, on vient travailler, en fait, ces éléments-là de manière à les déconstruire, en fait. Sur la mythologie, on va parler évidemment des péchés capitaux, on va parler de tout un tas de choses qui sont sous-tendues derrière ce qu'on a modélisé comme les valeurs et la vision, quoi, en fait. Donc on va chercher quelque chose qui est plus en arrière, en fait, pour le repenser différemment, dans le management plutôt là, en fait. Sur l'école de l'échec, évidemment, c'est tout le rapport à qu'est-ce que l'échec, et puisque dans l'innovation, en fait, on se dit souvent, les phrases assez clés ou punchy, c'est l'important, c'est pas de se tromper, c'est de se tromper vite, en fait. Et donc, du coup, ça questionne en fait tout le rapport à qu'est-ce que donne l'échec bien pensé dans l'innovation, en fait. Comment on prend à contre-pied la question de l'échec pour en produire de la valeur, quoi. Donc, à chaque fois, c'est complexe parce qu'on est dans plein de niveaux différents. Et ce que fait le groupe, c'est qu'à la fois, on est toujours dans la structuration maintenant, mais il produit en fait des éléments de réflexion sur les modèles existants, par exemple, pour les percuter, les déconstruire et en générer de nouveaux. Oui. 3 fois par an. 3 fois par an sur les grosses journées. Puis après, les ateliers, par exemple les ateliers philo, c'est 1 par mois. Ça dépend des activités ensuite.
Un projet comme la station intermodale, ça a été un projet de 6 mois, mais plutôt en mode projet, avec plutôt une intensité, une fois par semaine, des réunions de coordination, des études. Donc là, c'était plutôt en mode plutôt projet, quoi, en fait. Oui, Laurent. Et puis Patrick. Alors ça, c'est un élément qui est essentiel, qu'on discute beaucoup depuis le début, en fait. Mais surtout depuis 4 ans. On a aussi essayé de faire des traces en mode classique comme on connaît l'entreprise, hein, un compte-rendu, des slides, les images, les conférenciers, les réflexions. Ça marche pas, en fait. Parce que c'est trop analytique, c'est de la connaissance plate, en fait. Hein. Plate au sens québécois aussi, d'ailleurs. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est dans la trace, on a essayé des modèles de scribe, en fait. Et on a produit des traces avec une scribeuse. Le scribe, c'est la capacité, c'est des artistes qui savent dessiner en temps réel des bandes dessinées en fonction de ce qui se passe dans une réunion. Donc, ils dégagent évidemment ce qui se passe, les messages clés, des dessins, mais aussi ce qui ne se dit pas, mais qui transparaît émotionnellement du groupe, par exemple. Et donc, c'est intéressant parce qu'on capte d'autres niveaux, en fait, qui sont des niveaux plutôt émotionnels. Et quand on relit la trace, en fait, ce qui est important, c'est qu'on se rappelle de concepts qui avaient été évoqués sur tel sujet et ça vient percuter. Et puis, c'est light en termes de compte-rendu, puisqu'on n'a pas les moyens de faire des comptes-rendus sur chaque présentation et chaque élément. Donc, la trace marche bien. Et donc, on fait des fresques. On fait des fresques qui font 3 mètres de long et qui racontent. Chaque plénière, en fait, le compte-rendu, c'est une fresque. Il y a quelques présentations qui sont envoyées par slide, pour que ça fasse un peu contenu, quoi. Mais c'est surtout la fresque qui est importante. C'est la scribeuse qui, pendant la journée, a dessiné ce qui s'est passé. Et sur un mur de 3 mètres de long, on prend la photo et ensuite elle est retravaillée et elle est envoyée comme élément clé. Mais la trace est toujours un sujet parce qu'on n'a pas fini de travailler. On a même essayé un outil dans les réseaux, dans les outils numériques, en fait, hein, qui permettait de segmenter avec une énorme matrice, de faire des choses comme ça. Ça ne marche pas. N'essayez pas, ça ne marche pas. On se perd là-dedans, en fait. Patrick. Aujourd'hui, la position de la haute direction de Renault vis-à-vis de la communauté d'innovation Renault. Alors ça aussi, c'est une question clé. Hein. En fait, ça dépend ce qu'on appelle la haute direction. Non, alors il en a entendu parler. Et du coup, il n'y a pas eu de veto, en tout cas. Il n'y a pas eu de veto. En revanche, au niveau de ce que je peux connaître, hein, ça dépend beaucoup en fait de ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire si elle est très agitée, s'il y a des problématiques par exemple de business, de marché, et quand on coupe des budgets, potentiellement c'est un des budgets qui pourrait être coupé en fait, hein, parce que on ne lui associe pas une rentabilité directe avec un tableur Excel qui permet de le justifier, c'est évident. Mais par contre, souvent en fait, c'est des relais de réseaux internes qui permettent de la garder en fait en activité. Et donc, en fonction des managers qui restent, qui changent, il y a toujours dans les réseaux en fait, pas forcément dans la ligne hiérarchique de la communauté de Dominique, mais il y a des alliances, il y a des réseaux, il y a des gens qui se parlent et qui protègent en quelque part en fait cette communauté-là. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe en fait en termes de. Il y a pas. Je voulais pas raconter à l'envers en fait. Hein. Je voulais surtout pas vous la raconter à l'envers en disant, comme dans toutes les innovations souvent où on la re-raconte après, en disant la stratégie avait pensé ce système-là pour et voilà ce qui s'est passé pour dérouler. En fait c'est l'inverse. C'est venu du terrain et c'est un parcours du combattant pour Dominique Levent de faire en sorte qu'elle perdure tout le temps et tous les ans cette question se pose en fait. Hein. Alors, ce ne sont pas des critères rationnels purs en fait. Hein. C'est Dominique et moi en fait qui par les rencontres, c'est plutôt des opportunités en fait, où des membres de la communauté qui disent tiens ça serait intéressant parce que cette personne-là. Et alors après on regarde évidemment les compatibilités entre les entreprises. Pour pas qu'il y ait vraiment de concurrents directs qui poseraient problème. Et puis on regarde surtout la question de la compatibilité culturelle, intuitivement en fait. Est-ce que les personnes vont échanger des doutes et être capables plutôt de se mettre en déséquilibre avec nous, ou est-ce qu'elles vont vouloir absolument justifier, poser des certitudes, être très, très incisifs, très voilà. Et ça, pour nous, ça serait un veto quoi. C'est un peu comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'avoir des personnes qui sortent? Oui, c'est arrivé. Oui. Il y a 2 ou 3 personnes, je pense, depuis 3-4 ans qui sont sorties.
Les deux. Les deux. Dernière question? Oui. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour contribuer à la fertilisation de l'entreprise? Chez Renault? Outre les personnes qui font partie de la communauté, Oui. est-ce qu'il y a des mécanismes? Oui. Alors, il y en a deux essentiels. Le premier, c'est qu'il y a 40 personnes de Renault qui font partie de cette communauté d'innovation. Donc, Renault est beaucoup plus représenté que les autres. C'est normal, ils financent en même temps, hein. Et donc, 40 personnes à plusieurs étages de l'entreprise. C'est pas forcément au niveau stratégique et c'est pas que dans le marketing ou l'innovation. C'est de partout, en fait, à tous les étages. Et ça, c'est vraiment ce que fait Dominique Levent, c'est d'aller chercher pour qu'à un moment donné, ça fasse une ramification, en fait, hein. Et puis le deuxième, c'est quand on identifie des projets potentiellement intéressants qui, pour nous, percutent sur des imaginaires où on se dit, là, il pourrait y avoir un partenariat, où il pourrait y avoir quelque chose à développer, on organise des réunions, en fait, en interne, sur des services ou faire des rencontres, par exemple, entre 2-3 partenaires qui nous semblent intéressants. Et c'est plutôt notre initiative à ce moment-là, de pousser, en fait. Mais il n'y a pas de processus structuré, un peu comme des stage gates, par exemple, qui viendraient faire ça, en fait. Parce que ça n'aurait pas vraiment de sens, en fait. C'est plutôt sur ces deux niveaux-là. Merci. Attends, ah oui, non, Tu veux le prendre? Je pense que c'est un Merci, c'était super. Ouais, merci. Tu veux la télécommande? Non, c'est Tiens. Non, je vais faire avec ça. On va aller voir. Comment je fais là? Je fais comme ça. Là pour l'instant il y a des images. Ouais. Et donc c'est là. Ouais, c'est bon, ça va aller. C'est ça? Ouais. Tu veux dire un mot pour commencer Comment? Tu veux dire un mot pour commencer? Ou tu finis? Ouais, peut-être tu finis, ouais. Ok. Donc là, merci beaucoup Frédéric. La tradition des 5 à 8, c'est qu'après un exposé d'un industriel ou d'une entreprise, le groupe Mosaïque essaye de faire une interprétation théorique. Je ne vais pas déroger à la règle, on va essayer de faire un peu de théorie pendant 10 minutes et puis après on laissera la parole au groupe ETS. Mais le sujet de la communauté d'innovation nous a semblé tellement intéressant. On a beaucoup travaillé dans évidemment l'école d'été. Mais il nous semble que cette idée de communauté d'innovation construite par des entreprises, construite par des organisations, construite par des entités comme le quartier d'innovation, c'est une idée d'avenir très forte, très très forte. Puis ce qu'on voudrait essayer de vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui pousseraient à généraliser ce type d'approche. En ce sens, la communauté d'innovation Renault est peut-être un exemple magnifique. Je vous rappelle juste, Lucie l'a montré, les comités d'innovation qu'on a étudiés et qui ont travaillé pendant l'école d'été, donc la communauté d'innovation Renault, la communauté d'innovation de Montréal, QI-ETS, dont on va parler tout à l'heure, la communauté Promising Renault, qui est un très très beau programme de réflexion sur les nouvelles techniques pédagogiques dans les universités, la communauté Co-Design, Université catholique de Lille, Creative Wallonia, Mosaïque HEC Montréal, qui est une communauté dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Je vais vous donner le regard de Mosaïque. On parlera plus tard avec les étudiants de Mosaïque HEC Montréal. Et puis de l'école d'été en management à la création, qui est aussi une forme de communauté. Alors, le point de départ, c'est communauté. Communauté, qu'est-ce que c'est? Communauté d'innovation, qu'est-ce que c'est? Donc, en deux mots, essayer de faire un peu une toute petite histoire très rapide de la notion de communauté. C'est une notion qui n'est pas très vieille dans la littérature académique. Elle émerge uniquement dans les années à peu près 90. On n'en parle pas avant. Et c'est à l'issue donc d'articles parus notamment par Étienne Wenger qu'on est arrivé à une définition de la communauté comme un groupe informel. C'est vraiment quelque chose, c'est une unité de compétences informelle. Le mot informel est très important. Alors je vais lire le texte de Wenger, qui attire des individus passionnés qui vont vouloir travailler ensemble sur un domaine donné de connaissances. Ça, c'est très, très important. Ils veulent travailler ensemble sur un domaine de connaissances, pas sur 10 000, sur un. Et ces membres-là partagent la connaissance,
respectent des normes sociales. Je ne sais pas, Mosaïque ici, il y a des normes sociales, on boit un bon. Et puis, ces normes-là, cette confiance qui s'établit entre les membres va contribuer à guider les comportements, les croyances, etc. Premier type de communauté dans la littérature, on la trouve donc dans les années 90 avec ce très bel article de Brun et du Guide, c'est la notion de communauté de pratique. Communauté de pratique, c'est à peu près l'exemple magique qui est donné, c'est l'exemple des réparateurs de Xerox. Et ces réparateurs de Xerox, en fait, on va démontrer, John C. Brown va démontrer que ce sont eux qui, par leur passion, leur contact avec la clientèle, vont être capables de dire à Xerox qu'il ne faut plus faire des gros photocopieurs, faire des petits photocopieurs. Et par leur pratique, leurs normes sociales, petit à petit, ils vont convaincre les différents groupes de Xerox de passer à l'innovation radicale. À partir de là, donc, cette idée de ce petit groupe qui se centre sur une pratique commune pour créer la connaissance va devenir, au sein des organisations très hiérarchiques, un focus très intéressant pour voir où peut se nicher l'innovation dans les organisations. Deuxième étape de la réflexion sur les communautés, c'est un nom un peu pompeux qui s'appelle communauté épistémique, mais grosso modo c'est les communautés de création de connaissances, les artistes, les scientifiques, etc. Là on doit ça dans les années 95 à Nor Certina et puis plus tard à Paul David et certains collègues, et ils pointent du doigt quelque chose de complètement différent. Ils ne regardent pas les organisations, ils regardent en dehors des organisations, ils se disent mais énormément d'innovations radicales sont nées dans l'informel, sont nés avec des gens dans des garages comme Jobs et Wozniak, sont nés avec des Picasso et ses copains Braque, etc. dans des ateliers, sont nés ici, c'est l'invention de la chimie à Lyon avec en fait des gens autour de Vauquin, etc., qui sont dans la cave du lycée de Lyon pour essayer de faire la fouchine et qui va être le premier grand produit qui va être à l'origine de la chimie lyonnaise. Ce sont des déviants dans la cave, ils se cachent du proviseur surtout. C'est Guy Laliberté et ses copains Abbé Saint-Paul qui vont être à l'origine de la création du Cirque du Soleil. C'est Carlos Jobim, Vinicius de Moraes qui vont, à travers la bossa nova dans les garrotas d'Ipanema, arriver à développer une activité qui va rapporter de l'argent considérable au Brésil. Et donc, ces comités épistémiques, c'est des petits groupes informels qui vont avoir une résonance en dehors des organisations très, très importante. Dans les années 2000, évidemment, un nouveau focus sur les communautés, c'est les communautés virtuelles, avec cette idée qu'effectivement l'émergence d'Internet va développer la possibilité de créer virtuellement, alors justement ces regroupements de gens qui n'ont plus besoin d'être face à face. Ils peuvent créer à distance, c'est l'énorme avantage évidemment d'Internet, et notamment à travers des communautés virtuelles pour aboutir à des produits comme Linux, comme Wikipédia, et ici comme l'entreprise Sensorica qui a été fondée par François qui est ici, comme l'un des exemples, je pense, majeurs de open source hardware en tant que communauté virtuelle. Les années 2005, c'est une autre forme de communauté, c'est les communautés d'utilisateurs, et on va beaucoup parler, là c'est l'exemple de la Fiat Mio, de la possibilité de construire des prototypes ou construire des concept cars à travers du crowdsourcing ou du crowdfunding. Ça c'est une voiture qui a été construite par la foule, avec la foule, et la foule vient voir sa voiture. Et c'est un succès absolument phénoménal qui est le succès de la Fiat Mio. Le résultat de tout ça, c'est que quand on agglomère communauté de pratique, communauté épistémique, communauté d'utilisateurs, communauté évidemment virtuelle, on arrive à cette idée que finalement une organisation, c'est une entité qui articule des communautés et qui va créer de la valeur en articulant ces communautés. Et là, on revient à l'article de départ qui est encore une fois superbe de Brun et du Guide qui disent mais finalement une organisation, c'est peut-être pas autre chose qu'un collectif de communautés. Et la friction entre ces communautés, c'est ce qui est la source de la création de valeur et de l'innovation. Et donc, cet article-là est absolument prémonitoire pour bien faire comprendre la force des communautés. Beaucoup de choses sur les communautés aujourd'hui. Une entreprise l'a vu, effectivement, l'entreprise est plutôt en bleu, ici où l'organisation est en bleu, avec ses communautés internes, de pratiques, etc. Son network, en quelque sorte, de membres, de fournisseurs, etc., ces communautés externes qui sont par exemple les consommateurs, les utilisateurs qui donnent de plus en plus d'informations. Et puis on peut aller de plus en plus loin. L'entreprise peut être vue comme une espèce d'enchevêtrement ou l'entreprise ou l'organisation de communautés.
beaucoup d'impact. L'un des articles que l'on considère, nous, ici à Mosaïque avec Laurent, comme majeur, c'est celui d'Henri Mintzberg, qui dit, pour aller très vite, grosso modo, la crise économique, oui, elle est financière, tout le monde dit qu'elle est financière, c'est une crise du management, dit-il. C'est une crise du management, d'un management qui souffre d'une boursouflure de leadership, d'écrase, grosso modo, les entreprises et organisations par du leadership, et qui n'a pas compris qu'aujourd'hui, l'essentiel est à l'équilibre entre la hiérarchie et ce qu'il appelle le communityship, entre le leadership et le communityship. Il faut repenser toutes les organisations en équilibrant leadership et communityship. D'où maintenant le retour, ou l'essai de retour qu'on peut faire sur la notion de communauté d'innovation. Pourquoi c'est si important, si essentiel, si futuriste, si j'ose dire. Il nous semble que cette communauté d'innovation, c'est en fait la tentative d'entreprise ou d'organisation, l'organisation peut être aussi bien le quartier d'innovation, de créer un écosystème. C'est-à-dire de plus réfléchir qu'on est dans un système. On n'est plus dans un système, dans je sais pas, une grappe industrielle où tout est réglé avec des organisations formelles. L'écosystème, ce qui est intéressant dans un écosystème, c'est que c'est le formel qui va construire son informel, qui va essayer de se coupler à l'informel et faire en sorte que ce couplage soit générateur de valeur. Évidemment, la valeur va venir beaucoup du couplage du formel et l'informel. Et donc, ce qui nous a beaucoup intéressé dans toutes les communautés qu'on a vues pendant l'école d'été, on a mis nos oreilles un peu partout, c'est que tout le monde essayait de construire son écosystème. Toutes ces entités formelles qui s'appellent quartier d'innovation, qui s'appellent évidemment comité d'innovation Renault, qui s'appellent Promising à Grenoble, ou Creative Wallonia, essayaient toutes, de manière, à partir d'une entité formelle, de construire son lien avec l'informel, pour pouvoir évidemment capter des sources de génération de valeurs futures. Le premier qui a réfléchi sur la notion d'écosystème dans la théorie économique, c'est M. Moore, qui a construit un article très célèbre dans HBR en 1993, et il nous dit un écosystème d'affaires d'une organisation, c'est la constitution d'une communauté économique, ou il appelle ça aussi communauté de destin stratégique, très très beau pour Renault, supportée par l'interaction entre l'organisation et ses parties prenantes, qui sont les clients, les fournisseurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une organisation qui devient le rôle de leader. Dans la construction d'un écosystème, il y a un leader. Alors on voit bien, il y a toujours des leaders. Il y a Renault, il y a Quartier Innovation, etc., qui peut évoluer à travers le temps, mais la fonction des leaders d'écosystème, c'est évidemment d'apporter de la valeur à la communauté en engageant les membres à agir, en partageant une vision. Et à travers le temps, ces acteurs vont faire évidemment eux-mêmes coévoluer leurs connaissances. Il va y avoir des entreprises qui vont se créer de tout ça et attendre à aligner eux-mêmes la direction de l'organisation centrale. Et donc, si on essaye de réfléchir sur ce formel et informel, c'est ça qui nous a passionnés dans l'école d'été, et puis je trouve passionnant dans à la fois ce que nous a présenté évidemment Frédéric et ce qu'on va voir dans un instant sur le quartier d'innovation, c'est qu'une communauté d'innovation, c'est la volonté d'une entité, qui peut être une entreprise, qui peut être une organisation beaucoup plus complexe, de construire une structure à travers sa structure formelle, c'est l'organisation de leader, de construire donc un écosystème sous forme d'un espace d'interaction informel, nous on appelle ça dans notre langage avec Laurent un middle ground, avec ses parties prenantes autour d'une vision partagée. Et si une communauté d'innovation veut fonctionner, il va falloir qu'elle se donne des lieux de rencontre. Alors exemple, l'école des mines c'est magnifique, je veux dire, l'école des mines à Paris c'est le centre de Paris, quoi. Ils ont réussi, la communauté d'innovation Renault a réussi à s'approprier le centre de Paris, quoi. C'est bien. Le quartier d'innovation, c'est pas mal non plus, quoi. Bon, c'est un planétarium, tout ça, c'est bien. De projets communs. Le projet commun est quelque chose de très, très, très important. De capacité à produire des idées, des concepts originaux. Une communauté d'innovation, évidemment, elle n'a pas pour but simplement de pomper de l'information de l'extérieur, elle a aussi pour but de l'interpréter et donner du sens. Et puis de construction d'événements. Et il nous semble que ces points qu'on a beaucoup travaillé dans d'autres articles avec Laurent rencontre bien ce que peut être une communauté d'innovation. Je ne sais pas si tu veux ajouter des... Peut-être très vite, là. Je pense qu'il est important aussi de saisir la révolution qui se joue derrière ces objets-là aujourd'hui, puisqu'on a, pendant une grosse centaine d'années, on a construit des formes qui sont des formes typiques de l'artifice. On pourrait reprendre Weber, le modèle de la bureaucratie rationnelle légale, où l'idée c'était qu'un individu qui entrait dans une forme organisée abdiquait son individualité.
Ce que je trouve fascinant dans ce que présentent ces nouveaux objets, c'est qu'on est en train de reconstruire des formes qui sont une redécouverte de l'horizontale, c'est-à-dire une redécouverte de lieux, d'espaces où la valeur va être créée parce que chacun arrive en étant lui-même, chacun arrive avec sa contribution. Et j'ai été très sensible à ce que disait Frédéric sur cette éthique aussi de la participation dans les communautés qui suppose cette bienveillance exigeante. La bienveillance exigeante, elle est aussi bienveillance exigeante évidemment pour l'autre, mais aussi dans le rapport à soi, où il importe d'exprimer ses doutes, où il importe d'échanger, de construire sur les idées des autres, mais où finalement il n'y a pas de finalité. Et je pense que l'un des grands traumatismes au fond pour les organisations, c'est de recréer des espaces qui sont des espaces sans finalité, autres que celle de la rencontre, du partage, et qui nous amènent forcément à réfléchir, si on se remet dans une perspective de management, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change. Je pense que Patrick vient de l'illustrer, mais surtout qu'est-ce que ça produit. Ce que ça produit aujourd'hui, effectivement, c'est un libre jeu des idées. Puis je pense ce terme, je me tourne vers Ludovic qui travaille sur la gamification, je ne sais pas où il est là, mais qu'on est en train en fait de réinventer des formes qui sont des formes ludiques de l'organisation, mais qui permettent justement de sortir des silos, de sortir des ornières, de sortir de paradigmes un peu sclérosants, mais qui nous renvoient aussi à cette idée très forte qui nous avait beaucoup évidemment séduit avec Patrick depuis qu'on essaie de réfléchir à ces phénomènes d'économie créative, qu'une économie véritablement créative ou qu'une société véritablement créative sera celle qui saura faire jouer sa diversité. Et c'est probablement là le maître mot de ces nouveaux espaces, de ces nouvelles formes intermédiaires, et de ce que j'espère on essaie modestement de mettre en place depuis quelques années. Alors je suis très heureux aussi qu'on puisse jouer avec ces objets-là et surtout qu'on puisse entendre aussi ce que vont nous apporter ceux qui ont laissé jouer la diversité de l'école d'été. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps on pourra discuter après, mais je crois qu'il est temps de laisser la place aux étudiants. Ils ont beaucoup travaillé. On a eu la chance, le privilège de voir le papier. C'est pas mal, c'est bien. Voilà. Donc je leur laisse la place. Tu veux... On fait quoi, on fait là-dessus? Ouais. Donc bonjour à tous. Donc je vais pour vous rappeler un peu le groupe qui a été constitué, qui travaillait sur la problématique donc du quartier de l'innovation. Donc le groupe était constitué de Maria, Lorena, Isabelle, Samuel, moi-même Christophe et Myriam. Et aussi il faut saluer le travail de Joyce qui après la fin de l'école d'été a décidé de continuer de nous accompagner et de participer donc à ce rapport. Donc le quartier de l'innovation, on a travaillé sur la thématique qui était d'en faire une destination du 3D au Canada. Donc le petit retour sur le quartier d'innovation, donc qu'est-ce que c'est ? C'est un catalyseur qui est censé, qui crée une dynamique au sein de projets innovants qui tournent autour de 4 thématiques : l'industrie, l'urbain, le social et culturel et tout ce qui est éducation et recherche. Donc le quartier d'innovation est situé, comme l'a dit
l'a dit Patrick, est situé à un endroit assez stratégique à Montréal, donc dans un quartier en pleine rénovation, aussi bien, j'ai envie de dire, tout ce qui est urbaine, mais aussi dans tout ce qui est ses idées. Donc la zone centrale est située à l'endroit où se situe l'ETS, donc, et aussi à côté de McGill. Et on peut assurer il y a une certaine très grande diversité sociale au sein du quartier d'innovation qui permet la richesse des projets, qui est notamment tout l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc pour revenir un peu sur la communauté donc, du quartier de l'innovation, où ça se situe, donc la communauté, c'est un middle ground qui fait le lien entre les industries, les grandes organisations et les citoyens, les passionnés qui font des choses dans leur garage, et donc ça permet de créer des initiatives vraiment passionnantes. Quand on nous a parlé de 3D, la première chose à laquelle on a forcément pensé, c'est l'impression 3D. Et au final, ça a été la pierre fondamentale du projet qu'on va vous présenter, parce que c'était le domaine qu'on a trouvé le plus développé, et aussi parce que l'ETS a une expertise dans ce domaine. L'impression 3D aujourd'hui est un peu partout dans l'industrie, autant pour faire du prototypage que la fabrication de produits. Et aujourd'hui, il y a plusieurs exemples de choses assez originales qui sont faites à partir de l'impression 3D. Comme par exemple, dans le domaine de la mode, on peut voir des robes, il y a des prothèses, des jouets commencent à être imaginés ainsi, ou encore, par exemple, là, c'est du chocolat, mais de manière générale, dans le domaine de la gastronomie. Ensuite, on est parti un peu plus loin et on a commencé à penser, entre autres, aux hologrammes, une visualisation 3D d'objets virtuels. Et on s'est dit que ça pourrait être super, justement, entre autres, pour de la conception 3D. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'application encore vraiment poussée commercialement, mais par contre, il y a entre autres été réalisé des concerts par une chanteuse hologramme au Japon. Après, on est sorti un peu de la 3D, on est arrivé sur la reconnaissance vocale, où en continuant dans une idée de conception 3D, on a commencé à imaginer une conception 3D où les personnes n'auraient qu'à manipuler l'objet en 3D avec leurs mains et à expliquer ce qu'ils veulent ajouter, enlever, et ainsi de suite. Tout ça nous a amené à un projet beaucoup plus grand dans lequel ça pourrait être intégré. So the purpose of our report was to propose what could make Montreal a capital of 3D, and following the CK theory, we came up with several concepts. First is a museum that is not a museum. So as we know, what is a museum? It's a place where you have curators who pick art, and you pay for an entrance, you see the art, but you don't touch the art. So we decided to do something completely different. This is a museum where there's no curators, where the art is, for example, this is an example of people deciding what is art, and mixing this with 3D, which is one of the iconic Montreal sites. You can see graffiti everywhere, and this is art. So we wanted to take that and put it in the museum. It's a museum where you can go and create your designs, whatever you want to imagine. You can use the machines and make your own creation. And of course, the main theme is that the people will display their own art, and the art is created by the public. Another initiative that we thought about was a summer school of 3D. And the purpose here will be to have an experience like we had, 2 weeks of intensive knowledge, and to bring people to talk about the latest technologies, softwares, materials, and everything that you can share and exchange in order to create with 3D printing, as you said, 3D holograms, and 3D everything. And the final one, it's more of an underground. We talked about upper ground, middle ground, and underground. This last part is the underground, where we will push for Montreal to have a creative bar where people can go and exchange, and also to be creative. How can we help people
get into this community of creation in an underground way, and of course have beer. So that's the manifesto of the Creative Bar, which is our underground part of the components. So we have meetings between arts and technology, a community of creators, access to 3D printing, and of course a space for creation with beer and music. Pour compléter l'écosystème, le quartier de l'innovation étant pas toujours un endroit stratégique connu, nous sommes dit qu'à un moment il pourrait aller s'inviter un peu au quartier des spectacles, et entre autres on avait pensé à l'exemple de Creative Wallonia qui proposait dans ces systèmes de bulles un endroit où les personnes rentrent avec une idée et ressortent avec l'objet représentant cette idée. Voilà, donc pour résumer, comment le quartier de l'innovation peut être un pôle de 3D, c'est grâce à sa diversité. Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de communautés, que ce soit de citoyens, de chercheurs, d'étudiants, de jeunes entreprises. Donc tout se mélange autour, si on tourne ça autour de la créativité, de la technologie 3D, on peut arriver vraiment à des choses fantastiques. Et donc ça fait un middle ground vraiment propice au développement d'une telle situation. Donc on voudrait dire un grand merci aussi à tous les autres participants de l'école d'été qui ont apporté leurs idées, parce que l'essentiel du travail a été réalisé durant l'école d'été. Après on a fait simplement remettre de l'ordre dans les idées, les étoffer un petit peu. Mais vraiment un grand merci à tous les participants qui n'étaient pas dans la communauté à l'origine mais qui ont apporté leurs idées. Et donc merci beaucoup pour votre attention, et notamment au QI nous avoir soumis cette problématique, et ça nous a fait vraiment très plaisir de travailler dessus. Et merci à Patrick et Laurent et à toutes les personnes qui ont organisé cette école d'été et qui nous ont permis de vivre vraiment ce moment magnifique et très enrichissant. Et si vous avez des questions, bien sûr. Ça c'est pas nous qui allons répondre, c'est plutôt... Je sais pas, il y a peut-être des réactions. Le plus tôt possible. Laissez-moi juste le temps d'arriver, ça fait 2 mois que je suis en poste. Et il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, mais celui-ci va être efficace. Il y aura toute une motivation pour le faire rapidement. I'm sorry that I don't speak French yet. No, I understand your question. Just an apology for the answer in English. The idea of the Cartier de la Innovación is that you have a lot of partners that can get involved in different projects. So any one of the partners is welcome to participate, and it would actually be great because we have small companies. For example, at Ingo we have a Fab Lab, which is to make creations, and I think that we will all benefit from different participants adding their know-how and their infrastructure and basically any resource that they can provide to this initiative. And I think the level of involvement would depend on the resources of the partners, but yes, of course, there will have to be someone at least in charge of getting resources and organizing all the events. So it's a lot of effort, but it can be made in community. Aux États-Unis, ils sont en train de mettre justement des Fab Labs qui sont ouverts finalement à tous dans les librairies qui sont publiques. Moi-même, j'ai visité la librairie à Chicago. Donc, ça marche où justement chacun peut venir quand il veut. Ils sont assistés pour l'utilisation du logiciel, pour l'utilisation de 3D. Donc, ça va être intéressant de commencer avec le quartier d'innovation, mais ça va être intéressant aussi de voir comment ça se propage pour que ça ne soit pas peut-être juste dans un endroit, mais que le quartier se fait représenter dans différents endroits physiques partout au Québec et peut-être plus large au Canada. Mais je trouvais que le modèle aux États-Unis, ça peut être aussi une source
de comparaison, d'inspiration? Peut-être vous répondre que l'organisme communautique qui vise la démocratisation ou l'initiation aux technologies d'information chez le citoyen ou l'entrepreneur s'est installé partie du nord de la ville pour s'installer pour des raisons qui lui étaient propres et a été intéressé à jouer notre écosystème et maintenant installé dans nos bâtiments, dans Ingo, et on a beaucoup de partenariats avec eux. Donc, les étudiants de l'ETS ont un accès privilégié à leur laboratoire. Mais eux, en tant que Fab Lab accrédités par la MIT, sont ouverts au public les lundis et les jeudis, du milieu de l'après-midi à 9h le soir. Donc, c'est à votre disposition. Et leur ambition est d'avoir des Fab Labs effectivement partout au Québec. Donc, ça, c'est un bel exemple d'un partenaire qu'on est allé attirer dans l'écosystème et qui fait des projets concrets avec nous, mais qui est en dehors, qui est avec nous, mais qui a son existence propre aussi. Et ce soir, ils ont leur premier cocktail actuellement. C'est vrai. Choisi d'entrer ici. Vous êtes invité à visiter au cocktail aussi. C'est pas fini, mais vous êtes invité à visiter. C'est au rez-de-chaussée et On pourra se parler. Avec grand plaisir. J'aimerais juste en fait souligner le fait que depuis cette belle collaboration, en fait, Gabrielle était étudiante de la cohorte 2010 de l'école d'été et en fait avait participé au premier rapport sur le quartier d'innovation. Mirella, qui a pris la parole, était participante l'an dernier, qui a aussi participé au projet qu'on a soumis l'an dernier. Donc, Mosaic, on pense que modestement, on aide à continuer l'idéation, on aide au développement de ce quartier d'innovation et on espère bien continuer à faire un bout de chemin avec vous encore. Donc maintenant, j'aimerais appeler le professeur Saad pour vous remettre le rapport officiellement. Et je sais que nous, on va le mettre sur notre site web dès demain matin. Donc, alors voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à... Juste vous dire merci, bravo pour cette belle activité. De toute façon, à l'ETS, on a l'impression qu'on ne fait rien que des formules. Vous avez des artistes devant vous. Bravo. Et mademoiselle, vous voyez, il nous manque beaucoup de filles à l'ETS, fait que vous êtes la bienvenue. Bravo, merci beaucoup.